Je voudrais d'abord vous rappeler, rappeler à ceux et celles qui ne me connaissent pas, que je porte depuis toujours un intérêt à la cause palestinienne et comme l'a dit Nasser tout à l'heure, c'est un combat de plusieurs générations. Donc moi, mes parents luttaient déjà pour défendre le peuple palestinien. Moi, j'ai poursuivi et mes enfants s'intéressent aussi de très près au devenir de ce peuple parce que je viens d'une famille où le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est le plus précieux des droits. Et il se trouve que le hasard de la vie a fait que j'ai pu me rendre en Cisjordanie il y a à peu près 10 ans et j'ai pu observer depuis une terrasse d'une petite échoppe à Bethléem les dégâts de la colonisation. Et donc pour quelqu'un qui jusque-là combattait, c'est-à-dire en battant le pavé, en participant à des manifestations, voir de ses propres yeux les effets de la colonisation, c'est-à-dire que j'étais avec quelqu'un qui me disait bah là tu vois, voilà, ces terres étaient palestiniennes, maintenant elles ne le sont plus. Le voir de ses propres yeux, c'est quand même très frappant parce que je voyais bien derrière ce que ça voulait dire, c'est-à-dire des gens qui avaient été chassés, des maisons qui avaient été détruites, etc. Depuis que je suis élue députée depuis juin 2022, j'ai voulu poursuivre ce combat voilà, depuis l'Assemblée, déjà avec mon mouvement qui effectivement est très impliqué sur cette question, et en intégrant au sein de l'Assemblée nationale le groupe d'amitié France-Palestine, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, pour essayer de garder l'organisation de ma prise de parole. Donc je veux d'abord vous dire combien il a été difficile d'organiser ce déplacement, parce que nous avons tenu cette organisation, cette préparation secrète pour pouvoir la mener à bout. Et l'idée, que vous soyez au courant maintenant, cette idée a quand même germé au mois de novembre. Et ça n'est donc que début février que nous avons pu partir. Si nous avons pu effectivement nous déplacer jusqu'à Rafah, je dois remercier mon camarade Éric Coquerel qui a montré une grande persévérance, une grande détermination. C'est lui qui avait eu cette idée et c'est lui qui a dû batailler pour obtenir toutes les autorisations, ce qui a demandé beaucoup de patience à lui et à sa collaboratrice Manon, que je salue aussi, qui a fait un énorme travail. Bon, bref, je vous passe les détails. On pensait pendant longtemps que en fait, ce déplacement ne pourrait carrément pas avoir lieu. Et finalement, on n'a pas été mécontents de pouvoir le faire début février, parce que le hasard du calendrier nous a été plutôt favorable. C'est-à-dire que le même week-end, un autre de mes camarades et collègues députés de la France Insoumise, Jean-François Coulombe, avait organisé un rassemblement en soutien au peuple palestinien et pour demander un cessez-le-feu au plus près de l'ONU, au niveau européen, c'est-à-dire à Genève. Et par ailleurs, notre déplacement coïncidait après la décision de la Cour internationale de justice, ce qui fait que ça nous donnait encore plus de légitimité à nous déplacer et à appuyer sur, ça a été dit, ce caractère complètement inédit, puisque c'était la première fois qu'une délégation de parlementaires étrangers se rendait au plus près de Gaza, donc en territoire égyptien, à Rafah. Et je le précise, hein, nous ne sommes pas allés à Gaza parce qu'il y a certaines personnes qui l'ont cru, parce qu'aussi l'AFP, à un moment donné, a publié une dépêche indiquant que nous partions à Gaza, pendant que, en fait, au moment où la dépêche est publiée, pour vous dire quand même,
faut pas être parano, mais quand même parfois on se pose des questions. Au moment où la dépêche est publiée, nous sommes dans le car qui nous mène du Caire à Rafah, où nous avons passé plus de 10 checkpoints, et à un moment donné, il y a un checkpoint qui n'en finit pas, parce que les autorités égyptiennes pensaient que nous allions à Gaza, ce qui n'était pas prévu. Donc, bon, c'est un peu demandé si c'était un peu nous savonner la planche de la part de l'AFP. Donc, nous sommes restés quand même bloqués plus d'une demi-heure, ne sachant pas si on allait pouvoir continuer le voyage, enfin le déplacement. Et finalement, comme nous étions accompagnés tout le long par une conseillère de l'ambassade, celle-ci a pu démêler le quiproquo, en quelque sorte, et nous avons pu poursuivre la route. Pour vous dire donc que les choses n'ont pas été faciles. Donc pourquoi nous avons voulu organiser ce déplacement, qui est un déplacement dont la composition des membres de la délégation était transpartisane, alors bon, évidemment pas complètement sur tout l'échiquier politique, mais nous y étions avec 3 députés du groupe GDR, du groupe communiste, une députée du groupe écologiste et 2 sénateurs du groupe écologiste aussi. Et c'est là où on va un peu plus loin dans l'échiquier politique, avec la suppléante du député Jean-Charles Larsonneur, qui jusqu'il y a peu de temps appartenait au groupe Horizon, et qui finalement l'a quitté pour passer dans les non-inscrits, justement, très vraisemblablement, à cause de la position qu'il a affichée sur cette question palestinienne, puisqu'au moment où le groupe GDR avait déposé une proposition de résolution visant à reconnaître l'état d'apartheid sur les territoires palestiniens, enfin en Israël, quoi. Lui, il avait dit qu'il s'abstiendrait, contrairement à tout son groupe qui allait voter contre. À partir de là, il a subi des pressions incroyables, ce qui fait que d'ailleurs, il était alors président de ce groupe d'amitié France-Palestine, il a démissionné, et maintenant, il a carrément quitté son groupe. Donc sa suppléante nous a accompagnés à intégrer cette délégation. Donc voilà, c'était déjà un travail intéressant parce que nous avons réussi à faire venir avec nous des gens qui n'étaient pas donc de la France insoumise. Alors, notre intention en partant là-bas, c'était donc de rendre visible à l'international ce déplacement inédit, en espérant que ça soit très largement médiatiquement retransmis. Bon, nous avons vu que la retransmission médiatique en France, elle n'a pas été au top. En revanche, j'ai quand même été interviewée par France 3 et par TL7, que je remercie. Il y a eu aussi des entrefilés dans Yves Saint-Étienne, je crois, et peut-être dans une radio locale. Mais au niveau national, on a été quand même un petit peu déçus parce qu'effectivement, on pensait que ça serait relayé beaucoup plus. En revanche, dans les pays arabes, notre déplacement a eu beaucoup d'impact. Nous l'avons vu parce que lors de notre conférence de presse au Caire, il y avait beaucoup de médias, et pendant le temps où nous étions en Égypte, nous avons vu beaucoup de journalistes et nous avons appris par les interprètes qui nous accompagnaient que notre déplacement était très largement relayé. Donc notre intention, c'était de rendre, comme je viens de le dire, notre action voilà, visible, de manière aussi à pouvoir amplifier et soutenir toutes les mobilisations qui se tiennent toutes les semaines en France, partout dans les grandes villes comme dans les plus petites villes, et aussi dans le monde. Et puis, c'était aussi une manière pour nous, parlementaires, de passer à la vitesse supérieure, parce que nous, parlementaires, dans notre groupe insoumis, depuis le début, alors
déjà avant même le 7 octobre, nous avions organisé des auditions. Nous avons invité l'ambassadrice de Palestine en France, nous avions invité des représentants de l'UNRWA, nous avons invité des ONG, déjà avant le 7 octobre. Le 7 octobre, nous sommes le seul groupe parlementaire à ne pas avoir applaudi le soutien inconditionnel à Israël. Je tiens à le répéter. Je tiens à le répéter parce que je veux vous dire combien c'est pas facile. Combien c'est pas facile ce moment-là où nous nous levons pour la minute de silence, un hommage aux victimes du 7 octobre, dont nous ne voulons pas dire qu'il s'agit d'actes terroristes. Ça déjà c'est un problème pour tous les autres qui sont à l'Assemblée. Mais nous refusons d'applaudir ce soutien inconditionnel. Et à partir de là, cela nous vaut des menaces, des insultes. Et quand je dis des menaces, ça va loin, hein. C'est-à-dire que certains députés de notre groupe sont menacés de mort. Certains députés de notre groupe sont obligés de déménager à plusieurs reprises pour leur position sur ce sujet. Et nous avons décidé de ne jamais rien lâcher, que ce soit pour les retraites ou que ce soit pour la cause palestinienne. Je veux aussi vous dire que moi, quand je reçois l'injure d'antisémite, parce que je l'entends dans les couloirs de l'Assemblée, je l'entends quand je suis assise dans l'hémicycle, parce que vous regarderez où je suis assise dans l'hémicycle, je suis au dernier rang, le rang des cancres, et tout près des macronistes, et notamment tout près, à 3 sièges près, de la députée Caroline Yadan, qui est le pendant du député Meyer Habib, c'est la version féminine. Et donc, comme je suis tout proche d'elle, très souvent, elle me traite d'antisémite. Et pour moi, donc d'abord, je ne réponds pas à cette provocation, mais pour moi, c'est très dur de me prendre ça en pleine figure, parce que je pense à mes grands-parents qui, pendant la guerre, ont pris le risque de cacher des juifs. Et c'est toute mon histoire familiale aussi qui est piétinée, mais j'essaie de tenir bon, de ne pas rentrer dans la provocation parce que je crois que c'est ce qu'elle attend aussi. Mais c'est pas facile, mais on y arrive. Ensuite, notre action à l'Assemblée, c'est donc, comme je l'ai dit, d'avoir organisé pas mal d'auditions avant le 7 octobre et ensuite après. Tout de suite après le 7 octobre, nous avons réinvité l'ambassadrice de France en Palestine, Ala Abou Assira, qui s'est déplacée et avec laquelle nous avons fait, c'est symbolique hein, bien sûr, une photo sur les marches de l'Assemblée avec une banderole pour demander le cessez-le-feu. Nous déposons, depuis le 7 octobre, nous déposons chaque semaine, nous prenons sur notre temps de parole pour ce qu'on appelle déposer une question orale au gouvernement. Vous avez peut-être vu ça, vous voyez peut-être ça à la télé. C'est-à-dire que nous avons dans la semaine 4, nous, le groupe parlementaire insoumis, en fonction de la taille des groupes parlementaires, donc nous, pour la France insoumise, nous avons droit à 4 questions orales au gouvernement. Donc chaque semaine, nous consacrons une de ces questions à la Palestine. Et peu de temps avant notre déplacement, juste une semaine avant notre déplacement, c'était mon tour de redemander au gouvernement la reconnaissance de l'État palestinien, parce qu'en fait, en 2014, l'Assemblée nationale a voté cette reconnaissance de l'État palestinien. Donc j'interrogeais le ministre des Affaires étrangères qui n'était pas là, qui était absent, sur cette question, c'est-à-dire qu'une fois que l'Assemblée nationale l'a voté, et ça fait donc déjà 10 ans, il ne reste plus normalement qu'un décret d'application. Bon, il n'est pas venu, et pour vous dire dans quelle ambiance on est aussi, c'est que la ministre qui m'a répondu, c'est la ministre qui est chargée
qui est porte-parole du gouvernement, en l'absence du ministre des Affaires étrangères, la ministre, qui a donc, comme moi, 2 minutes pour s'exprimer, s'exprime pendant 2 minutes sur les otages du Hamas du 7 mars et ne répond pas à ma question. Et ça, c'est à chaque semaine, à chaque question orale au gouvernement, chaque fois que nous posons une question sur les sanctions, sur les armes, etc., chaque fois, on nous parle des otages du 7 mars, des otages faits par le Hamas, hein, bien sûr. 7 octobre, qu'est-ce que j'ai dit? 7 mars. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà donné rendez-vous pour le 7 mars, pour ça. Oui, voilà. Donc, c'est difficile. Alors, quand le ministre ou la ministre nous enfume comme ça, eh ben, oui. Et moi, je suis fière de mon groupe. Oui, on crie sur les bancs que c'est pas la question. C'est pas cette question-là qu'on pose et que nous, on attend une autre réponse. Donc, moi, je revendique qu'on reste pas sage sur les bancs. Je revendique de dire non, ça n'est pas ça qu'on vous demande. Répondez à la question. Et nous sommes 75 à le crier et je suis fière de ces cris. Je continuerai à les revendiquer. Ensuite, un autre essai, une autre action que nous avons essayé en vain d'obtenir, c'est que comme il y avait eu la minute d'hommage aux attaques du 7 octobre, nous avons demandé une minute d'hommage aux enfants massacrés à Gaza, à tous les gens massacrés à Gaza. Réponse négative. Donc effectivement, comme vous le disiez, Nasser, il y a effectivement 2 poids, 2 mesures. Bon, on va réitérer, on va continuer. Là, on va être pendant une semaine en suspension parlementaire, mais à la reprise, nous allons continuer chaque semaine à interroger le gouvernement, voilà, sur tel ou tel sujet. Notre présidente Mathilde Panot va déposer une proposition de résolution pour reconnaître l'État palestinien, puisque bon, moi j'avais... Merci. Comme je vous l'ai dit, j'ai rappelé au gouvernement que cette reconnaissance avait déjà été votée par l'Assemblée nationale et qu'il ne manquerait plus que le décret, mais bon, on n'a pas eu de réponse, donc on ne va rien lâcher. Notre présidente va déposer cette demande et on espère qu'elle sera examinée parce que vous le savez, les macronistes, enfin le gouvernement, que ce soit Borne ou Attal, arrivent toujours à trouver des ruses, à chercher des trucs dans la Constitution pour nous empêcher de faire notre travail de parlementaire et en quelque sorte de museler le peuple puisque je suis votre élu. Ensuite, sur place, ce que je voudrais vous dire, je ne vais pas trop m'attarder parce que je ne sais pas, l'heure tourne. Sur place, pour vous dire très brièvement, nous avons eu l'occasion de faire 2 types de rencontres. Nous avons eu d'abord la rencontre des officiels, c'est-à-dire que comme notre déplacement a été autorisé à la fois par les autorités égyptiennes et par l'ambassade de France, nous nous sommes rendus au déjeuner de l'ambassadeur de France en Égypte, avec lequel nous avons pu discuter un petit peu de la situation. L'ambassadeur de France en Égypte, en fait, il est tout nouveau en poste, il est arrivé, enfin, oui, ça faisait même pas 15 jours ou 3 semaines qu'il venait d'arriver, mais c'est quelqu'un qu'on a senti sensible à cette question parce que il est lui-même médecin, il a travaillé lui-même dans des ONG, et avant d'être en poste en Égypte, il a été en poste en Syrie, que je ne dise pas de bêtises, en Syrie, je crois, au Liban, en Irak, enfin, il connaît quand même bien cette région-là. Nous avons pu lui laisser une liste de noms de personnes qui pourraient être extraites de l'enfer gazaoui. Et bon, ces jours-ci, nous voyons que peut-être grâce à cette démarche, il y a quelques personnes qui ont pu quitter la bande de Gaza.
Le soir même, en fait, le ministre des Affaires étrangères dînait à l'ambassade. Et quand nous avons appris son arrivée au Caire, donc quasiment en même temps que nous nous sommes demandé quelle était son intention. Parce que ce déplacement n'avait pas été annoncé de longue date. Donc on s'est demandé si c'était notre déplacement à nous qui tout à coup le réveillait et se disait « Ah ben tiens, s'ils y vont, il faudrait peut-être que j'y aille aussi ». Ou si c'était une tentative aussi d'invisibiliser notre déplacement pour que les médias puissent se pencher sur le déplacement officiel. Bon, peu importe. Voilà, ensuite nous avons rencontré, parmi les officiels, nous avons rencontré, et c'était très intéressant, nos homologues égyptiens, c'est-à-dire des députés et des sénateurs. Et lors de ces échanges, nous avons senti à quel point la France est attendue sur ce sujet, et à quel point, du point de vue de l'étranger, du point de vue des Égyptiens, la France garde encore cette image, d'abord de pays des droits de l'homme, de pays des Lumières, etc. Il y a par exemple un député égyptien qui nous a interrogés, qui nous a dit « Mais alors je ne comprends pas, vous, le pays des droits de l'homme, le pays de Voltaire, le pays des droits des Lumières, etc., comment avez-vous pu pavoiser la tour Eiffel du drapeau israélien, qui est un pays qui affiche sa religion ?» Bon, alors là, il a fallu lui expliquer que nous n'y étions pour rien dans cette histoire, mais que nous partagions effectivement ce point de vue. Donc, la France est attendue, on le sent, parce que la France avait la tradition d'être non alignée et de défendre la cause palestinienne. On en viendrait presque à regretter Chirac et Villepin, mais c'est vrai qu'à l'époque, leur parole était, comment dire, plus acceptable, en tout cas que ce qu'on entend aujourd'hui, parce que ce qu'on entend aujourd'hui, c'est carrément honteux. Moi, je le dis, je suis parlementaire, mais je le dis, j'ai honte non pas de mon pays, non pas de mon peuple qui se mobilise chaque semaine, mais j'ai honte de ce gouvernement qui essaie, pour mieux diviser son peuple, essaie de faire passer ce qui se passe là-bas comme une guerre de religion, alors que ce n'est pas une guerre de religion, que c'est un problème de colonisation, que c'est un problème d'impérialisme, que c'est un problème de capitalisme. Donc, c'est cette ligne-là que nous portons à la France Insoumise. En tout cas, c'est cette vision-là. Et nous avons été marqués de voir que les députés et les sénateurs égyptiens attendaient de la France qu'elle appuie à l'international, qu'elle appuie la décision de la Cour internationale de justice qui dit alerte, il y a un risque génocidaire, donc il faut déjà laisser passer les convois humanitaires. Alerte, risque génocidaire, c'est-à-dire n'essayez pas de détruire les preuves parce qu'il va y avoir une enquête. Et une fois que la Cour internationale de justice a pris cette décision, il aurait fallu, c'est encore temps, il aurait fallu que la France, que le gouvernement français, appuie, relaie cette décision. Et nous, quand encore une fois nous avons interrogé le gouvernement au lendemain de la décision de la Cour internationale de justice en disant alors maintenant qu'est-ce que vous allez faire, quand nous avons posé cette question à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas eu de réponse, on nous a encore parlé des otages du 7 octobre. Ce qui était intéressant aussi dans l'échange avec nos homologues, c'était de les entendre dire à quel point ils sont solidaires du peuple palestinien. Et ensuite, nous avons pu le vérifier, puisque nous avons eu aussi des rencontres avec des rencontres non officielles, hein, avec des ONG, avec le Croissant Rouge, avec l'UNRWA aussi. Et nous avons rencontré beaucoup de bénévoles, beaucoup de jeunes bénévoles qui s'activent sur ces dépôts du Croissant Rouge qui se situent donc à La Riche. Des dépôts
qui sont donc emplis de produits qui pourraient servir les Palestiniennes et les Palestiniens et qui sont arrêtés non pas à cause de l'Égypte, mais à cause d'Israël, parce que Israël impose 4 vérifications, impose aux camions qui arrivent là de repartir 50 km plus loin pour ces vérifications et revenir, donc ça fait un déplacement de 100 km aller-retour. Et nous avons vu donc dans ces dépôts beaucoup de jeunes mobilisés pour essayer de faire ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire parfois des choses bizarres quand même. Bon, vous retrouverez tous les détails dans mon petit carnet de bord. Mais pour vous dire, moi, la chose qui m'a quand même le plus choquée, et ça m'a d'autant plus choquée qu'un des médecins nous disait un de ces médecins, là, de Palmen, nous disait que quand ils sont partis, ils ont réussi à trouver quelques jouets pour les laisser aux enfants. Nous, quand nous avons visité le dépôt du Croissant Rouge, nous avons vu une montagne de caisses en bois remplies de jouets. Alors pourquoi les jouets ne peuvent pas passer? Pourquoi Israël refuse de laisser passer des jouets pour des enfants? Parce que ces jouets sont dans des caisses en bois et que ces caisses en bois pourraient servir à transporter les munitions. Quand je vous dis que les bénévoles s'activent, là par exemple, ils s'activent pour transvaser les jouets des coffres en bois et les mettre dans des cartons que le Croissant Rouge a achetés, ce qui représente un coût. Donc il y a aussi le temps de la manutention, vous imaginez. Ensuite, une fois que tout est dans ce carton, il faut le filmer avec du plastique pour que ça soit envoyé. Donc vous imaginez un peu dans quel délire on est. Alors c'est pas un délire, on sait que c'est la volonté, d'écraser un peuple, de l'anéantir complètement. Un autre exemple qui nous a beaucoup choqués dans ces dépôts du Croissant Rouge, c'est ces petites ampoules qui peuvent se recharger à l'énergie solaire. Alors là aussi, pourquoi Israël ne les accepte pas? Mais parce que ces petites batteries à énergie solaire pourraient être utilisées par le Hamas. Vous voyez le truc? Donc, j'ai demandé aux bénévoles qui m'expliquaient ça, je lui ai dit, mais en fait, c'est complètement ridicule, donc quelle est la volonté? Et il m'a répondu, mais la volonté, c'est de priver le peuple palestinien de toute énergie. Et moi j'ai rajouté, mais le peuple palestinien garde son énergie. Garde son énergie parce que ça fait des décennies et des décennies qu'il se bat et qu'il continuera à se battre. Bon, voilà tout ce que nous avons vu. Nous avons visité un hôpital à La Riche, mais bon, encore une fois, ce n'est pas l'hôpital de Gaza qui vous a été décrit tout à l'heure par le médecin. Nous avons visité un hôpital égyptien qui accueille des blessés qui arrivent à passer la frontière, mais qui sont des blessés qui sont tout à fait bien pris en charge. Donc on n'a pas vu de brancards dans les couloirs, on a vu, enfin moi j'aimais pas trop rentrer, enfin j'ai pas voulu rentrer dans une chambre comme ça, donc je l'ai fait à un moment donné parce qu'il y a une maman qui m'a demandé d'aller voir son fils, mais son fils il m'a accueilli avec un grand sourire sur le lit, il n'était pas blessé, enfin il n'y avait pas de choses tragiques, sanguinolentes, etc. Je me suis même fait la réflexion en voyant cet hôtel qu'il n'avait rien à envier au nôtre parce qu'on a fait avec la France Insoumise dès l'été 2022 le tour des hôpitaux pour dresser un état des lieux de l'hôpital public et on a vu des situations assez difficiles où on a vu effectivement des gens sur des brancards. Bon, là c'était pas le cas, mais les échanges étaient intéressants parce que ces personnes, ces patientes, beaucoup de femmes et d'enfants qui nous ont parlé, nous ont encore dit à quel point elles remerciaient déjà le peuple égyptien, parce qu'à l'hôpital, il y avait aussi beaucoup de bénévoles, de jeunes bénévoles, des étudiantes et des étudiants. Donc il y avait cette reconnaissance envers le peuple égyptien et envers l'Égypte, qui a mis à disposition aussi ces bâtiments. Et aussi cette volonté de vouloir revenir.
Parce que ce qu'on a beaucoup entendu, c'est on ne veut pas partir, parce que si on part, on sait qu'on ne reviendra pas. Et c'est précisément ce que veut Netanyahou. Ce que veut Netanyahou en disant aux Gazaouis du Nord, allez au Sud, parce qu'au Sud, ça sera beaucoup plus en sécurité, parce que nous allons bombarder le Nord. Mais qu'en fait, une fois que tous les Gazaouis sont au Sud, en gros, l'armée israélienne bombarde le Sud, donc on voit bien que c'est là la volonté génocidaire. Quand, je vous disais tout à l'heure, Israël, le gouvernement israélien essaie de priver les Palestiniennes et les Palestiniens de toute l'énergie nécessaire à faire vivre, c'est-à-dire que dès la couveuse, il n'y a plus d'énergie. Donc en fait, ces bébés qui naissent prématurés ne peuvent pas vivre parce qu'il n'y a pas l'énergie pour alimenter la couveuse. Donc là aussi, on voit que c'est une volonté génocidaire. Et comme l'a dit le médecin tout à l'heure, quand les médecins observent que les pires des blessures, enfin la majorité des blessures, c'est soit la tête, soit le thorax, c'est donc aussi que l'intention, c'est de cibler pour tuer. Donc nous avons vu, nous avons eu des échanges très, très intéressants. Et chaque fois, d'abord, quels que soient les échanges, là pour une fois, c'est vrai que c'était bien parce qu'on était très chaleureusement remerciés. Remerciés par... certains ont vu du courage à notre déplacement. Moi, je ne vois pas de courage quand je vois tout ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Mais là-bas, que ce soit les autorités officielles, que ce soit les ONG, les bénévoles, nous avons été très remerciés, enfin très chaleureusement remerciés, pour notre action. Et chaque fois, on nous a redit que la France avait du poids à l'international et qu'ils attendaient que la France pèse de tout son poids sur la communauté internationale pour faire appliquer la décision c'est pas faire appliquer la décision de la Cour internationale de justice, parce que cette décision n'a pas vocation à être appliquée, mais au moins à faire en sorte qu'il y ait, puisqu'il y a un risque génocidaire qui est reconnu par elle, à faire en sorte que ça s'arrête. Donc à peser pour obtenir le cessez-le-feu, parce que nous y allions pour demander ça. Le cessez-le-feu, c'est notre première demande, un cessez-le-feu immédiat, permanent, durable, et la libération non seulement des otages du 7 octobre, mais aussi des prisonniers palestiniennes et palestiniens, parce qu'en plus il y a aussi beaucoup de jeunes, beaucoup de mineurs dans ces geôles, et des geôles qui sont ceux ou celles qui arrivent à en sortir expliquent tout ce qu'elles y ont subi aussi, toutes ces personnes dans les prisons, mais ça on n'en parle jamais non plus. Donc nous y allions avec cette revendication. Voilà. On a fini notre tour aussi, notre visite au Caire par la rencontre avec l'ambassadeur de Palestine en Égypte, avec lequel donc on a pu échanger et qui nous a aussi redit que la France, d'après lui, devait, par son rôle, parce qu'elle représente, devait appuyer toutes ces revendications. Il nous a aussi expliqué comment Israël prive les territoires palestiniens d'argent, parce qu'il y a tous les gels aussi qui sont bloqués par Israël, qui se cachent derrière le prétexte que le budget de l'État ne pourrait pas permettre de verser ces fonds, alors que, nous explique-t-il, tous les fonctionnaires en Israël sont payés. Mais en revanche, tous les fonctionnaires qui font tourner les territoires palestiniens, eux, ne sont pas payés. Donc voilà, il nous a redit ça. Donc nous, on revient avec cette intention, d'abord, comme ce soir, d'expliquer au plus grand nombre ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, nos échanges,
Notre volonté de ne jamais rien lâcher, et on ne lâchera rien jusqu'au cessez-le-feu et même après, parce qu'il va falloir aussi tout reconstruire. Quand il y a 80% des bâtiments qui sont détruits, imaginez-vous tout ce qu'il va falloir reconstruire. Donc il va falloir aussi y penser, et il ne faudra pas que la France se débine pour participer à cette reconstruction. Donc nous venons avec cette intention. Nous sommes 8 députés de la France Insoumise à avoir participé à cette délégation, et nous 8, nous allons continuer à organiser des réunions publiques. Il y en a déjà une tout de suite après notre arrivée la semaine dernière à Nanterre, et il y en aura d'autres un petit peu partout. Nous avons fait venir, deux ou trois jours après notre arrivée du Caire, nous avons fait venir cette délégation de médecins de Palmette dont vous avez pu échanger avec un d'entre eux. Ils sont venus à l'Assemblée nationale pendant à peu près 2 heures pour expliquer à tour de rôle ce qu'ils avaient vu. Et je crois que c'est important de faire connaître, parce que, comme ça a été dit, les médias n'en parlent pas. Donc, si les médias n'en parlent pas, c'est à nous de le faire, donc nous le faisons. Nous espérons aussi, de cette façon, alimenter toutes les mobilisations qui doivent continuer à se tenir, parce que remarquez quand même quelque chose qu'on a gagné grâce à nos mobilisations. C'est que Macron, au début, il ne parlait pas de cessez-le-feu. Et maintenant, il commence à en parler. Mais moi, je pense que s'il commence à en parler, c'est pas que tout d'un coup, il a réfléchi que oui, ça serait bien d'en parler. C'est parce que toutes les semaines, il y a eu des manifestations partout en France. Et je le redis, même parfois dans des petits villages, enfin des toutes petites villes, et partout dans le monde. Donc, à un moment donné, on sent que, oui, le peuple peut encore faire quelque chose. Enfin, nous le croyons beaucoup à la France Insoumise. Nous pensons que ça n'est pas que les élus qui pourront faire changer les choses. D'ailleurs, nous le voyons bien à l'Assemblée nationale. Nous, France Insoumise, nous sommes que 75 députés. Bon, si on compte toute la NUPES, c'est 150. Mais on voit bien que c'est très dur, les votes sont très serrés. Et même parfois, quand on gagne des votes, à coup de 49-3, bon, c'est balayé. Donc, la mobilisation des gens sur le terrain, c'est-à-dire vous toutes et vous tous, elle est essentielle pour tous les sujets, pas simplement sur la question palestinienne, mais sur tous les sujets. Je veux dire, il ne faut pas verser dans le désespoir, il faut viser l'optimisme, garder au loin la petite étoile qui brille et aller de l'avant sans jamais rien lâcher, parce que nous sommes toujours les plus forts, parce que nous sommes tous ensemble. Je veux juste terminer pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne aussi à l'Assemblée. Je vous ai parlé d'un groupe d'amitié. Alors initialement, ce groupe d'amitié s'intitulait, vous allez voir comme c'est subtil, groupe d'études à vocation internationale France-Palestine. Pourquoi? Parce que la Palestine n'est pas un État reconnu. Alors vous avez des groupes parlementaires d'amitié, France-Espagne, France-Italie, il n'y a pas de problème. Évidemment, mais la Palestine, ça pose un problème, donc ça s'appelle un groupe d'études à vocation internationale. Et comme je vous l'ai dit précédemment, son président avait démissionné. Il a fallu aussi que nous demandions à la présidente de l'Assemblée nationale et à Edmond Pivet de renommer un président, parce que depuis le 15 mai, nous n'avions pas de président dans ce groupe, donc le groupe ne pouvait pas travailler, ça se passe comme ça à l'Assemblée. Et donc, on a écrit en juin. J'ai écrit avec la députée communiste Elsa Faucillon, nous avons écrit toutes les deux séparément, parce qu'on s'est dit que séparément c'est peut-être mieux. En juin, pas de réponse. On a réitéré en septembre, pas de réponse. Enfin, fin décembre, comme un cadeau de Noël, Yael Braun-Pivet finit par nommer un président. Et donc, depuis le mois de juin, ce groupe d'amitié, voilà, je vais vous expliquer pourquoi ça s'appelle groupe d'amitié maintenant. Voilà, ce groupe refonctionne grâce au président qui est un député MoDem, le député Richard Ramos, qui veut vraiment donner
de l'activité à ce groupe. Et la première chose qu'il a dite, c'est « Moi, je n'appellerai pas ce groupe à études vocation internationale, je vais l'appeler Groupe d'amitié France-Palestine ». Donc, il a écrit à la présidente de l'Assemblée, pour faire court, pour lui dire que, étant donné qu'au Sénat, ce groupe France-Palestine porte le nom de Groupe d'amitié France-Palestine, il n'y avait pas de raison qu'à l'Assemblée nationale, ça soit différent. On attend la réponse. Mais, a-t-il dit, quoi qu'il en soit, même si cette réponse est négative, moi je continuerai à appeler le groupe d'amitié France-Palestine. Alors, je ne sais pas s'il est prêt de s'en soumettre, mais en tout cas, moi je le remercie pour ce symbole. Et nous avons déjà reçu, il y a 2 jours, à la demande de ce groupe d'amitié, l'ambassadrice de Palestine en France, avec laquelle nous avons échangé. Et je pense que avec ce dynamisme de ce député, qui est donc président de ce groupe, parce que c'est comme ça que ça marche, je pense qu'on va pouvoir organiser pas mal de choses, en tout cas je l'espère. Donc voilà, écoutez, moi je vous remercie toutes et tous d'avoir été présents et de votre écoute. On va pouvoir échanger, si vous voulez, là-bas autour d'un pot. Pensez bien que quand on crie fort ici, là-bas aussi on est entendu. Et donc, rien que pour le plaisir, on va le crier. Hein. Gaza, Gaza, Saint-Thé est avec toi. Gaza, Gaza, Saint-Thé est avec toi. Merci à toutes et à tous.